Donc ce vendredi marxiste se tient à l'initiative de la section française de la 4e internationale. Il a été convoqué sur le thème « 77 ans après la Nakba, quel avenir pour la Palestine ?» Ce soir prendront la parole successivement Dominique Ferré, responsable de la rubrique internationale de l'hebdomadaire La Tribune des Travailleurs, Daniel Gluckstein, responsable de la section française de la 4e internationale, et Naji El-Khatib, qui n'est pas membre de la 4e internationale, qui est l'initiateur d'ODSI, qui est une initiative pour une seule Palestine laïque démocratique, qui a participé à beaucoup d'initiatives en commun avec nous, notamment en mars dernier à la rencontre internationale d'urgence contre la guerre impérialiste globale, et qui nous fait l'amitié d'être ici avec nous ce soir. Voilà, on va pouvoir commencer. Oui, bonsoir camarades. Lors de son investiture au mois de janvier dernier, le ministre des Affaires étrangères de Trump, Marco Rubio, a déclaré devant le Sénat des États-Unis: à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont été investis d'une mission, créer un ordre mondial. Dans les décennies qui ont suivi, l'ordre mondial qu'ils ont créé nous a bien servi. Mais, ajoute Rubio, aujourd'hui, l'ordre mondial d'après-guerre n'est pas seulement obsolète, il est désormais une arme utilisée contre nous. Nous sommes appelés à créer à nouveau un monde libre à partir du chaos. Ce nouvel ordre mondial de Trump consiste à permettre au capital financier des États-Unis de faire triompher sa domination en écrasant tout et par tous les moyens, en particulier la guerre. Alors pour s'y opposer, les travailleurs peuvent-ils se revendiquer et s'appuyer sur les institutions de l'ordre mondial ancien, celui qui avait été établi en 1945 ? Oui, si l'on en croit les principales forces politiques qui dominent aujourd'hui le mouvement ouvrier. L'Internationale socialiste, qui est actuellement présidée par Pedro Sánchez, le Premier ministre de l'État espagnol, qui vient d'augmenter le budget militaire de l'État espagnol de 10 milliards d'euros, l'Internationale socialiste écrit dans un document récent, je cite, « Un ordre mondial pacifique exige le renouvellement de l'engagement pris dans la Charte des Nations Unies de maintenir la paix et la sécurité internationale en ne consacrant à l'armement que le minimum nécessaire des ressources humaines et économiques du monde. » Le quotidien L'Humanité, qui reflète les positions du Parti communiste français, écrit il y a 10 jours, je cite, « En février 1945, Churchill, Roosevelt et Staline se retrouvent en Crimée pour des négociations. Il ne s'agit pas alors de partager le monde, mais de dessiner l'ordre géopolitique de l'après-guerre, lequel perdure aujourd'hui, même s'il est remis en question. » Quant à Jean-Luc Mélenchon, il déclarait à l'Assemblée nationale il y a quelques années, à l'époque où il y était député, je cite, « Il faut défendre l'ordre international, c'est-à-dire l'ONU. » Alors il se trouve qu'en ce mois de mai 2025, deux des expressions les plus barbares de la guerre généralisée que produit la décomposition du système capitaliste fondé sur la propriété privée des moyens de production sont la conséquence directe de l'ordre contre-révolutionnaire de 1945 et singulièrement la conséquence directe de résolutions votées à l'ONU en 1947 et 1949. La première, c'est l'escalade militaire entre l'Inde et le Pakistan, deux puissances nucléaires, dont nos camarades indiens et pakistanais ont eu bien raison de rappeler quelle est la conséquence différée de la partition de l'Inde en 1947, imposée par l'impérialisme, qui fit 1 million de morts et 12 millions de déplacés de force, et qui fut suivie par la partition de la région du Cachemire sous l'égide de l'ONU en 1949. La seconde, c'est évidemment le génocide en cours à Gaza et ses tout derniers développements, marqués par la volonté de Netanyahou d'achever le transfert de 2,5 millions de Palestiniens. Et là encore, on ne peut que faire remonter la tragédie actuelle du peuple palestinien au vote le 29 novembre 1947 de la résolution 181 de l'ONU, qui a imposé la partition de la Palestine, c'est-à-dire sa division artificielle entre un État juif et un État arabe qui n'a jamais vu le jour.
C'est pourquoi les forces qui combattent pour la reconstitution de la 4e internationale, qui s'opposent bien entendu à la politique de guerre généralisée de Trump, ne se revendiquent en aucun cas de l'ordre mondial de 1945, ni de ses institutions, à commencer par l'ONU. Ce n'est pas une position conjoncturelle, puisque c'est un fait. En 1947, la 4e internationale fut la seule tendance politique dans le mouvement ouvrier international à s'opposer tant à la partition de l'Inde qu'à la partition de la Palestine. Car dans un cas comme dans l'autre, l'objectif de cette partition imposée d'en haut par l'impérialisme avec, on y reviendra, le soutien de la bureaucratie stalinienne alors au pouvoir en URSS, était le même, s'opposer à la vague révolutionnaire mondiale, à la mobilisation révolutionnaire des travailleurs et des peuples opprimés du monde qui avait surgi après la victoire remportée en février 1943 par le peuple soviétique contre la barbarie nazie. Pour endiguer cette vague révolutionnaire, la principale puissance impérialiste de l'époque, l'impérialisme américain, accessoirement les impérialismes britanniques et français, n'eurent pas d'autre choix que de sceller avec Staline et la bureaucratie de l'URSS une sainte alliance contre-révolutionnaire, en particulier dans les conférences de Yalta et Potsdam. Quant à eux, Staline et la bureaucratie au pouvoir en URSS, qui sortent de la guerre auréolée de la victoire du peuple soviétique sur le nazisme, ils avaient un besoin vital d'un accord au sommet avec l'impérialisme pour leur propre préservation comme caste bureaucratique parasitaire, en échange de quoi ils fournissaient à l'impérialisme l'aide indispensable de l'armée rouge d'une part et des partis communistes, des partis staliniens dans chacun des pays, pour imposer l'ordre contre-révolutionnaire. C'est l'époque où Staline laisse Churchill massacrer les partisans grecs, pourtant dirigés par le Parti communiste de Grèce, qui avait libéré leur pays du nazisme. C'est l'époque où Staline s'engage à tenter d'imposer à Tito et au Parti communiste yougoslave un gouvernement d'union nationale avec les monarchistes. L'époque où l'Allemagne est divisée en 4 zones d'occupation étrangère pour diviser sa classe ouvrière et pour punir le peuple allemand honteusement accusé d'être collectivement responsable du nazisme alors qu'il en fut la première victime. C'est l'époque où en France, Maurice Thorez, le dirigeant du Parti communiste français et le Parti communiste, exige que les milices ouvrières dirigées par le PC rendent leurs armes parce qu'il faut reconstruire un État bourgeois, un seul État, une seule armée, une seule police, disait le PC. C'est l'époque où Maurice Thorez dit « la grève, c'est l'arme des trusts ». Et l'époque où, comme nous le rappelons dans la Tribune des Travailleurs cette semaine, le 8 mai 1945, les forces armées du gouvernement d'union nationale présidé par De Gaulle avec le Parti socialiste et le Parti communiste fit massacrer 40 000 Algériens que le Parti communiste, à l'époque, appelait à la répression contre les militants du Parti du peuple algérien de Messaliadj, qualifiés honteusement de provocateurs hitlériens. Mais malgré cet accord au sommet, la vague révolutionnaire entraîne des centaines de millions d'exploités et d'opprimés dans le monde. Comme dans tout le Moyen-Orient à l'époque, en Palestine, qui est alors sous domination britannique, l'agitation révolutionnaire surgit. Comme l'a écrit notre vieux camarade trotskiste juif palestinien Elie Aminov, disparu en 2022, je cite, « Les grandes luttes de cette époque sont la grève des travailleurs des camps de l'armée britannique, la grève des cheminots, la grève des ouvriers des usines d'huile, la grève de tous les fonctionnaires en 1946 et la grève de l'exposition de Tel Aviv. Des milliers de travailleurs arabes et juifs prennent part unis à ces grèves massives, accompagnées de manifestations monstres dans les villes, en particulier Haïfa et Tel Aviv. Ces revendications ouvrières étaient la base d'une lutte commune judéo-arabe qui ébranlait sérieusement non seulement le gouvernement colonial britannique, mais aussi la Histadrout, la centrale syndicale avec des guillemets sionistes, et le Haut Comité arabe représentant les féodaux et les grandes familles arabes palestiniennes. Elie Aminov conclut « La partition fut alors imposée, dit-il, pour prévenir toute possibilité pour la classe ouvrière d'établir une alternative à une Palestine divisée, une coexistence judéo-arabe à égalité dans le cadre d'un seul État laïque et démocratique. » Alors en 1947, la 4e internationale s'opposa à la partition de l'Inde comme à celle de la Palestine.
Elle le fit non seulement dans des prises de position, nous les avons republiées récemment, mais aussi dans son intervention, par son intervention dans la lutte des classes, malgré ses forces limitées. Ainsi, à cette époque, la section palestinienne de la 4e internationale, la Ligue communiste révolutionnaire de Palestine, qui regroupait alors une trentaine de militants juifs et arabes, s'exprimant dans son journal La Voix de la classe, déclarait en septembre 1947, dans un éditorial titré « Contre la partition », je cite, « Un nouveau chapitre de l'histoire de la Palestine s'est ouvert quand les travailleurs juifs et arabes ont collaboré dans des grèves longues pour forcer les exploiteurs impérialistes à faire des concessions. » Et les camarades, dans l'article, expliquent que les impérialistes ont tiré les leçons de cela et disent en quelque sorte aux travailleurs arabes et juifs de Palestine, écrivent les camarades, « Si vous refusez de vous battre entre vous, nous allons vous mettre dans une position économique et politique telle que vous allez bien être forcés de le faire. Voilà le véritable contenu de la proposition de partition, écrivent les camarades. Et c'est pourquoi, ajoute-t-il, la proposition de la Commission des Nations Unies ne constitue une solution ni pour les Juifs ni pour les Arabes, c'est une solution purement et simplement dans l'intérêt des pays impérialistes. C'est pourquoi il était juste, en 1947, tout comme il est juste aujourd'hui, de refuser le moindre soutien à l'ONU. Car l'ONU n'était, et n'est encore, rien d'autre que l'état-major commun des impérialistes, et à l'époque, en 1947, des impérialistes avec la bureaucratie stalinienne au pouvoir en URSS, pour imposer l'ordre contre-révolutionnaire garantissant la domination du régime de la propriété privée des moyens de production sur l'essentiel de la planète contre la vague révolutionnaire mondiale. Dans un texte publié dans leur journal en pleine Nakba de mai 1948, les militants trotskistes palestiniens ajoutent à propos de la fonction de l'ONU, je cite, « Si les impérialistes anglo-américains avaient imposé eux-mêmes cette solution à la Palestine, c'est-à-dire la partition, ce jeu pourri aurait été manifeste dans tout l'Orient arabe. La fonction de l'ONU était d'adoucir le plat amer préparé dans l'arrière-cuisine impérialiste. » Oui, ils ont raison, il fallait le cadre de l'ONU pour imposer cette recette empoisonnée de la division et de la partition. D'abord parce que ce cadre assurait l'aide indispensable de l'appareil international du stalinisme pour imposer la partition. En novembre 1947, à l'ONU, sur ordre de Staline, les diplomates soviétiques se rallient à la résolution écrite par les États-Unis de partition de la Palestine. L'Union soviétique dirigée par Staline sera le premier État à reconnaître l'État d'Israël, proclamé en mai 1948 sur la base de la Nakba, c'est-à-dire de l'expulsion de 750 000 Palestiniens de leur ville et de leur village, la moitié de la population palestinienne de l'époque. Staline fournit aux milices sionistes, devenues après mai 1948 armée israélienne, les armes via la Tchécoslovaquie dont elles ont besoin, armes sans lesquelles nous n'aurions pas tenu, dira quelques années plus tard David Ben-Gourion, premier président de l'État d'Israël. Le Parti communiste palestinien, qui dès mai 1948 va prendre le nom de Parti communiste d'Eretz Israël, écrivent nos camarades trotskistes palestiniens en septembre 1947, je cite, « continue à avoir des illusions sur les Nations Unies et en ce sens, il aide à camoufler et à mettre en œuvre les plans de l'impérialisme. » Oui, car hier comme aujourd'hui, quand ceux qui parlent au nom des travailleurs en appellent à l'ONU, c'est bien pour aider à camoufler et à mettre en œuvre les plans de l'impérialisme, que ce soit en Palestine, en République démocratique du Congo ou en Ukraine. Et la première conséquence de la partition, dénoncent les trotskistes palestiniens en mai 1948 dans leur journal, c'est la division des exploités entre eux, je cite. L'ouvrier juif séparé de son collègue arabe et empêché de mener avec lui une lutte de classe commune sera à la merci de ses ennemis de classe, l'impérialisme et la bourgeoisie sioniste. Il sera facile de le monter contre son allié prolétarien, l'ouvrier arabe. Fin de la citation. Pour combattre cette division fratricide, la 4e internationale, dans la continuité de la méthode de Marx et de Lénine, se devait d'apporter une réponse sur le plan fondamental des problèmes démocratiques et nationaux non réglés en Palestine.
L'éditorial du numéro de novembre-décembre 1947 de la revue 4e Internationale affirme, je cite, « La position de la 4e Internationale vis-à-vis de la question palestinienne demeure aussi claire que dans le passé. Elle sera à l'avant-garde du combat contre la partition pour une Palestine unie et indépendante dans laquelle les masses détermineront souverainement leur destin par l'élection d'une assemblée constituante. La solution démocratique, c'est l'inverse de la partition, parce que la partition, elle est imposée d'en haut aux populations, par les grandes puissances, sous le masque de l'ONU. La solution démocratique, c'est l'exigence que les masses arabes et juives vivant sur la terre de Palestine déterminent librement leur destin par l'élection d'une assemblée constituante qui déterminera les formes par lesquelles les habitants de la Palestine vivront ensemble comme des citoyens égaux en droit. Formuler cette exigence démocratique hier comme aujourd'hui, pour les révolutionnaires prolétariens de la 4e Internationale, c'est la condition pour que les travailleurs arabes et juifs de Palestine puissent reprendre la voie du combat commun qui était le leur avant 1948 pour l'émancipation, combat que la partition a interrompu. Bonsoir, chers camarades et cher tout le monde. Écoutez, le 15 mai, le 16 mai, pour moi, c'est plutôt effectivement dans les souvenirs de mes parents, qui sont toujours rêvés de revenir en Palestine. Et malheureusement, ils sont plus de notre monde. Et voilà. Donc, je suis dans cet état, effectivement, de souvenirs de la Palestine, de souvenirs de mes parents, qui sont effectivement empêchés de retourner chez eux à Jaffa, où ils ont quitté leur maison sous le bombardement venu de Tel Aviv en face et étaient obligés de s'exiler toute leur vie. Voilà, donc j'essaye de sortir effectivement des émotions pour vous parler de cet événement tragique de Nakba de 48. Car en réalité, il n'y a pas que de Nakba de 48, nous sommes effectivement dans un Nakba continu. Pour ça, j'ai intitulé mon papier « Le Nakba de 48 et le Nakba continu de 2023-25 ». Tout d'abord, il faut distinguer la Nakba de 48 de cette Nakba en continu, même si les deux découlent de la même source. La source est le projet zioniste en étant projet de la colonisation de peuplement. Ça veut dire le projet de colonisation de peuplement, il n'a rien à voir avec les projets colonialistes classiques. Il s'agit de quelque chose réellement avec spécificité. Ce genre particulier de colonialisme réserve deux solutions pour les coloniser. Un génocide généralisé, un sociocide profond, un écocide pour terminer une fois pour toutes de la présence physique des autochtones, leur culture et leur environnement. Qu'est-ce qu'on voit effectivement à Gaza actuellement? On détruit tout. Tout. C'est un champ de ruines où il n'y a pas une possibilité de continuer à vivre dans cet endroit. Gaza aujourd'hui est l'exemple flagrant de cet anéantissement et d'éradication totale. Mais malgré que ce projet zioniste garde la même stratégie génocidaire, les deux Nakba se distinguent l'un par rapport à l'autre par deux éléments. Lors de la Nakba de 48, les zionistes ont laissé un couloir sûr pour que les civils assiégés dans leur village et leur ville puissent partir sous le bombardement intensif. Il s'agit de l'histoire de ma famille propre. Ils ont gardé leur maison jusqu'à effectivement le jour où la résistance a été complètement cessée dans le quartier de Mancheye, un des quartiers de Jaffa. Il était effectivement obligé de partir, mais cette fois-ci, toutes les routes terrestres qui mènent au reste de la Palestine, il était déjà fermé. Pour ça, il était obligé
de prendre un petit bateau de pêche pour fuir la ville assiégée et bombardée lourdement. Et voilà, cette spécificité de 48, les massacres commis par les forces zionistes avec l'intention de tuer étaient délibérés et bien planifiés, mais restent géographiquement limités et déterminés, tout en étant amplifiés par la propagande et les efforts de réenseignement pour créer un état de panique et forcer les civils terrorisés à fuir. Donc, la stratégie essentiellement en 1948, c'est de se débarrasser de grand nombre des Palestiniens par la terreur, par le bombardement et par effectivement toutes les rumeurs qui circulent, qui étaient aussi l'œuvre de réenseignement de Haganah à l'époque, pour mettre les Palestiniens dans un état de panique et les pousser vers l'exil. L'exemple de la massacre de Deir Yassin de 9 avril en 1948 a été perpétré par 120 terroristes de l'Ergon et de l'Aï, car il faut savoir il y a des différents degrés de violence avec chaque groupe zioniste de l'époque. Le groupe Ergon, il était le groupe le plus effectivement meurtrier et violent. L'historien israélien Benny Morris évoque le nombre de 24 massacres commis par tous les groupes zionistes, y compris le Haganah qui est devenu plus tard le noyau de l'armée de l'État d'Israël naissant. Donc voilà, Benny Morris lui-même, un zioniste convaincu qui reconnaît qu'il y a des massacres commis. C'est pas seulement par les Ergon et l'Aï, mais aussi par le Haganah elle-même, qui était censé avoir des comportements plus ou moins disciplinés. Mais c'était autre chose. La discipline militaire, il s'agit d'un but politique assez précis. De son côté, le chercheur palestinien Salman Abou Sitti rapporte 33 massacres commis par les forces zionistes en 1948. Saleh Abdel-Jawad, un autre historien palestinien de renommée, a montré qu'il y avait effectivement 68 massacres commis sur tous les territoires de la Palestine historique dans cette guerre de 1948. Dans cette Nakba, nous assistons aujourd'hui, nous remarquons que le meurtre n'a pas pour objectif de terroriser les civils seulement, mais plutôt de tuer pour tuer, dans le but de se débarrasser de plus grand nombre d'entre eux et de forcer ceux qui restent en vie à envisager le départ pour sauver leur vie. C'est la raison pour laquelle les zionistes fanatiques d'aujourd'hui, nationalistes religieux fascisants, critiquent ouvertement leur aîné de la gauche entre guillemets, effectivement, quand on parle de la gauche zioniste, moi je le qualifiais pas de gauche, mais il y a effectivement, on a l'habitude de dire la gauche zioniste qui a créé l'État d'Israël. Donc, elle les critique la gauche zioniste en disant que cette gauche-là, en 1948, elle n'a pas terminé sa mission. Ça veut dire qu'elle n'a pas expulsé entièrement toute la population palestinienne de la Palestine. Les zionistes d'aujourd'hui ont-ils entrepris d'achever cette mission de nettoyage ethnique, qui est plutôt un processus d'effacement et d'oblitération, d'éradication totale de l'existence palestinienne? Nous assistons aujourd'hui à une phase très claire de ce projet de colonisation, de peuplement. Ça veut dire terminer complètement de la population civile. Cela répond à ce que Ben Gurion a dit dans sa lettre à son fils, qu'il regrettait lui-même de ne pas avoir expulsé tous les Palestiniens de leur terre en 1947-1948. Toute la Palestine, c'est pas seulement la partie qui était devenue plus tard des territoires israéliens. Donc, mettre fin à la présence palestinienne en Palestine
est l'objectif essentiel du projet zioniste dans toutes ses versions, zioniste de gauche et zioniste de droite. Il n'y a pas de distinction. Il y a des différences de degrés, mais essentiellement, c'est le même projet, de gauche et de droite confondus. Il n'y a pas de distinction majeure entre ces deux volets de colonialisme et de peuplement. Se débarrasser des civils, les remplacer par des colons, c'est pour éviter que l'État ne se transforme pas dans une version d'État d'apartheid à la sud-africain. Car avoir des populations, ça veut dire montrer d'une façon claire ce côté d'apartheid, de ségrégation entre les communautés. En 1993-94, avec ce qu'on a appelé à l'époque la processus soi-disant de paix, mais c'était un processus de colonisation et c'est pas de paix. La gauche zioniste au pouvoir, avec sa rhétorique en faveur de la solution à 2 États, a voulu se débarrasser des civils palestiniens en les confinant dans des cantons fermés et des bantustans appelés si les Palestiniens veulent un État, tout simplement. Même Netanyahu, une fois, il a dit, il peut l'appeler même un empire, hein. Ce n'est pas seulement un État. L'essentiel, c'est qu'il soit limité dans des territoires complètement enfermés, des cantons, des ghettos, qu'on peut l'appeler avec n'importe quoi. Donc, et voilà, qu'est-ce qu'il a proposé, la gauche zioniste, dans cette soi-disant processus de paix? Ça veut dire créer des territoires sans pouvoir politique souverain, des territoires démilitarisés, sans souveraineté, coupés du monde extérieur, car il n'y a pas, un marché pour les produits israéliens et un réservoir des travailleurs bon marché sans droits syndicaux et sans couverture sociale. Il s'agit de l'esclavagisme absolu par rapport aux travailleurs palestiniens qui comptent autour de 250 000 ouvriers palestiniens qui traversent toujours ce qu'on appelle la ligne verte pour aller travailler sur le marché israélien. Cet objectif de la gauche israélienne a été conçu pour que l'État d'Israël ne se transforme pas une version sud-africaine d'apartheid et qu'elle préserve sa démocratie, entre guillemets, encore une fois, exclusivement pour la population juive. Il s'agit ici de la vision coloniale et raciste de la gauche israélienne pour s'y débarrasser des Palestiniens. L'essence même de la solution dite de 2 États a été l'expression du racisme de l'État d'Israël pour écarter toute cohabitation avec les Palestiniens et du coup réaliser le rêve zioniste de l'État comme un État exclusivement juif, en éloignant cette menace qu'il voit comme une menace existentielle pour l'État et sa suprématie juive. Et voilà l'État colonial qui ne peut pas être qu'un État raciste, génocidaire et même, je l'appelle avec un terme, des fois les gens ne le comprennent pas, je l'appelle un État nécrophile, car il s'agit effectivement la culture de mort qui dirige tous ces politiciens de l'établissement zioniste. Alors, démanteler cet État colonial signifie mettre terme au martyre du peuple palestinien, la décolonisation de la Palestine et la libération des populations juives israélisées du zionisme. C'est une double libération, effectivement, dans cet objectif démocratique et laïque. L'État inclusif de citoyenneté, l'État laïque et démocratique de la Palestine de demain est l'antithèse de l'État colonial et génocidaire zioniste. Voilà mon papier que j'ai préparé pour vous, mais en même temps, j'avais envie, si j'ai le temps, de vous lire quelques passages d'une déclaration faite par des camarades
juifs israéliens et non israéliens qui tient le 13 juin un congrès à Vienne et le titre de congrès, le congrès juif non-zioniste de Vienne. Donc, ils m'ont envoyé effectivement leur déclaration qui était publiée avant-hier et j'ai trouvé des passages assez intéressants car ce genre de déclaration correspond exactement à nous, les Palestiniens, qui croient réellement que la seule solution, c'est d'avoir un État laïque et démocratique pour tous ses habitants, sans distinction de race, de nationalité, de religion et tout ça. J'ai le temps ou pas? Quelques passages, ce n'est pas toute la déclaration. Elle commence comme ça. Aujourd'hui, en cette journée de la Nakba, nous commémorons non seulement le nettoyage ethnique catastrophique des Palestiniens en 1948, mais nous affirmons aussi ce que les Palestiniens ont toujours su. La Nakba n'est pas une affaire de passé. Elle continue et n'a jamais cessé depuis. De nettoyage ethnique prémédité des centaines de villages en 1948, à l'exil forcé et au refus de retour des générations de réfugiés qui constituent la majorité des Palestiniens, en passant par la campagne génocidaire actuelle à Gaza. Le zionisme a toujours été un projet d'effacement et de domination raciale. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas une déviation du zionisme, c'est son essence même, retransmis en direct au monde entier. En étant l'organisateur du congrès juif anti-zioniste du 13 juin, nous déclarons avec une clarté que le zionisme est un crime contre le peuple palestinien, un crime contre le judaïsme et un crime contre l'humanité. Voilà leur terme exact. La même génocide, la même logique de nettoyage ethnique qui a conduit à l'expulsion des Palestiniens de Jaffa en 1948 et qui a transformé la bande de Gaza en camp de concentration pour héberger des millions d'êtres humains excédentaires guide le génocide actuel à Gaza. Il s'agit de continuation inévitable du projet colonial de peuplement dont la mission est d'achever ce qui a été commencé pendant le Nakba de 1948, l'expulsion des Palestiniens de leur patrie pour faire place à un État racialement pur. Tout comme les déclarations israéliennes d'aujourd'hui, cette logique n'a jamais été un secret. Dès le 20 décembre 1940, Joseph Weitz, leader zioniste et artisan de la Nakba, écrivait, entre guillemets, « Il n'y a pas de place pour deux peuples dans ce pays. Après le transfert des Arabes, le pays ne sera grand ouvert. La seule solution est la Palestine, du moins de la Palestine occidentale. » Quand elle parle de la Palestine occidentale, c'est la Palestine mandataire, car dans la logique zioniste, la Palestine englobe aussi qu'est-ce qu'on appelle actuellement la Jordanie, ou qu'est-ce qu'on a appelé à cette époque la Transjordanie. Pas un seul village, ni un seul tribu ne doit être laissé. Il n'y a pas d'autre solution. La solution, c'est de l'expulser tous. Ça, c'est la déclaration en 1940. Donc, on voit très bien que la question de la Nakba a été bien planifiée en avant. Cette vision génocidaire n'est pas marginale. Elle est fondamentale pour l'établissement et le fonctionnement de l'État racial zioniste. Il a façonné tous les aspects de son système juridique et de ses politiques depuis sa création, tout comme il a façonné le siège de Gaza et la tentative actuelle d'anéantir la totalité de la population de Gaza pour achever le travail de 1948. Nous rejetons les efforts de ceux qui prétendent qu'il existe un zionisme moral, entre guillemets, distinct de ces atrocités. Tenter d'établir une telle distinction est
incompréhensible. Les mêmes arguments et le même type de raisonnement utilisés pour justifier les génocides en cours à Gaza qui ont servi de justifier la Nakba de 1948. Le zionisme ne peut pas être réhabilité, il doit être démantelé. Voilà, c'est la déclaration assez claire. Par conséquent, nous nous opposons au zionisme et le rejetons dans son intégralité. Il est précisément de notre devoir de le faire compte tenu de l'héritage qui nous est transmis, tel qu'il reflète dans les serments des survivants de camps de concentration de Mauthausen. Je prononce bien peut-être. Mauthausen, je ne sais pas. Fidèles à ces idiots, nous prêtons le serment solennel de continuer à lutter ferme et unis contre l'impérialisme et contre l'incitation à la haine entre les peuples. Nous appelons toutes les personnes de conscience, juifs et non-juifs, palestiniens et alliés, survivants et descendants, à se rejoindre à nous pour opposer au zionisme, rejeter le génocide et œuvrer pour une Palestine libre et décolonisée. Mettre fin à la Nakba, mettre fin au génocide, mettre fin au zionisme. Voilà la fin de leur déclaration d'avant-hier. Voilà. Nous appelons toutes les personnes de conscience, juifs et non-juifs, palestiniens et alliés, survivants et descendants, à se rejoindre à nous pour opposer au zionisme, rejeter le génocide et œuvrer pour une Palestine libre et décolonisée. Mettre fin à la Nakba, mettre fin au génocide, mettre fin au zionisme. Voilà la fin de leur déclaration d'avant-hier. Voilà. Camarades, beaucoup de personnes dans le monde, beaucoup de courants politiques, beaucoup d'organisations condamnent le génocide à Gaza, se mobilisent contre lui. Je voudrais expliquer les raisons propres qui sont celles de la 4e internationale. Militants de la 4e internationale, notre objectif est l'expropriation du capitalisme, la libération de la classe ouvrière des chaînes de l'exploitation, de l'oppression, en un mot, le socialisme. Mais pour que la classe ouvrière puisse se libérer, encore faut-il qu'elle ait le droit et la possibilité de s'exprimer librement, de s'organiser librement. Et par conséquent, quand un peuple est enchaîné, la classe ouvrière de ce peuple, elle, est doublement enchaînée. Elle l'est parce qu'elle est enchaînée à l'exploitation capitaliste, elle l'est parce qu'elle appartient à une nation qui elle-même est esclave de la puissance coloniale, de la puissance oppresseuse, selon les cas. C'est la raison pour laquelle la 4e internationale, qui combat pour l'émancipation sociale et politique de la classe ouvrière, se prononce inconditionnellement pour la liberté des peuples, de même qu'elle est partisane inconditionnellement de la liberté de penser, de la liberté d'expression, de la liberté de s'organiser, de la liberté de lutter. Aucune de ces libertés n'est reconnue aujourd'hui au peuple palestinien, qui est nié comme peuple, et qui, étant nié comme peuple, ne peut connaître en son sein les différenciations sociales de toute société qui se développe. Et c'est la raison pour laquelle la 4e internationale est inconditionnellement favorable à la liberté pour la Palestine et soutient inconditionnellement le combat du peuple palestinien pour briser les chaînes de son asservissement. Ce combat pour la Palestine libre, démocratique, indépendante, commence, le camarade Nagy l'a évoqué avant moi,
commence par ce droit élémentaire, le droit au retour. Le droit, sinon pour les parents du camarade Naji, malheureusement disparu, mais pour Naji lui-même, pour les enfants de Naji, et pour tous les Najis de Palestine et tous leurs enfants, le droit de revenir sur la terre d'où ils ont été injustement, sauvagement, brutalement expulsés. Le droit au retour qui est en principe un droit démocratique, le droit de chacun de revenir vivre là où il a toujours vécu et d'où il a été expulsé, est une question clé de la libération du peuple palestinien. C'est en apparence une revendication parmi d'autres, mais cette revendication, si elle était satisfaite, porterait en elle-même le début du commencement du démantèlement du sionisme. Puisque, par définition, Naji l'a rappelé, ce qui s'appelle aujourd'hui l'État d'Israël ne s'est constitué et n'existe que sur la base de l'expulsion du peuple palestinien, non seulement de sa terre, de ses maisons, de ses quartiers, de ses villes, de ses villages. Obtenir le droit au retour, c'est entamer le début du démantèlement du sionisme. Et donc, ce qui se dresse contre le droit au retour, c'est précisément le sionisme. Mais pas le sionisme comme une idéologie. Il y a une idéologie sioniste. Le sionisme dans ce qu'il représente pratiquement, c'est-à-dire l'existence d'un État qui a pour fondement la négation de l'existence du peuple palestinien. Non pas que les citoyens palestiniens seraient des citoyens de seconde zone, non. L'existence de l'État d'Israël repose sur la négation de l'existence même du peuple palestinien. Je partage tout à fait ce qu'a dit le camarade Naji sur le fait qu'il n'y a pas de sionisme de gauche ou de sionisme de droite. Mais il est tout de même significatif que dans la géographie politique du sionisme, le glissement s'est fait de 1948 aujourd'hui toujours plus loin vers la droite. C'est la logique du sionisme. Et le génocide à Gaza aujourd'hui n'est pas une variante improbable du sionisme. Le génocide de Gaza aujourd'hui était contenu virtuellement dans la logique même du sionisme dès son origine. Puisque, comme il l'a fort bien rappelé, c'est un colonialisme de peuplement qui suppose qu'un peuple s'installe à la place d'un autre, ce qui suppose de le chasser toujours plus loin, et de le chasser toujours plus loin, soit en l'exterminant, soit en le revoyant le plus loin possible. Et toutes les solutions et tous les discours sur les deux États ou d'autres solutions sont en réalité autant d'habillages pour justifier la persistance de l'État fondé sur l'oppression et la discrimination. On entend, y compris à gauche, là je ne parle pas de la gauche sioniste, je parle de la gauche française, qui est sioniste aussi par ailleurs, mais c'est une autre question. Mais on entend souvent des discours sur, vous savez, mais tout de même il y a deux peuples, il y a le peuple israélien, le peuple palestinien, il faut qu'ils apprennent à coexister. On voit même ça, cette rhétorique, dans des revues d'extrême gauche françaises. Camarades, pour ma part, je ne pense pas qu'il existe un peuple israélien. Il existe sur la terre de Palestine des populations palestiniennes, des populations d'autres origines, et parmi elles des populations juives, ou supposait-elle pour un certain nombre d'entre elles, et encore d'autres populations. Il y a parmi ces populations des éléments qui relèvent de la bourgeoisie, des éléments qui relèvent de la classe ouvrière, des éléments qui relèvent de la paysannerie et d'autres couches sociales. Mais tant qu'existe l'État d'Israël, alors y compris la classe ouvrière dite israélienne, entre guillemets, bénéficie d'un double statut. Elle est certes exploitée comme toute classe ouvrière, mais elle a un statut privilégié, supérieur, par rapport aux travailleurs palestiniens contraints de traverser la ligne verte et de se faire exploiter dans les conditions que Naji a rappelées. Par conséquent, il faut dire clairement
que s'agissant de la classe ouvrière israélienne, et je mets des guillemets très forts à israélienne, sa libération suppose que dans le même mouvement où elle se libère de l'exploitation, elle se libère du statut d'oppresseur à laquelle la condamnent ceux qui l'ont enfermée dans cette prétendue nationalité israélienne. Elle ne pourra réellement se libérer qu'à condition de rompre avec le statut d'exploiteur à laquelle veut le contraindre l'existence du sionisme pour pouvoir faire sa jonction avec la classe ouvrière palestinienne. La seule issue du point de vue du combat social en Palestine, ce n'est pas le combat ouvrier israélien d'un côté et le combat ouvrier palestinien de l'autre. La seule issue, c'est la constitution, le rassemblement en une seule classe ouvrière, des travailleurs de toutes origines, et en l'occurrence, en particulier, des travailleurs palestiniens et de ce que j'appellerais, moi, les travailleurs juifs désisraélisés, c'est-à-dire ayant rompu avec le sionisme et faisant leur fonction dans une seule Palestine laïque et démocratique. Cela renvoie à des questions fondamentales. Nous sommes, nous, 4e International, nous revendiquons l'héritage non seulement du combat ouvrier sur plusieurs siècles, mais du combat démocratique, tout simplement, qui est le combat pour l'égalité des droits. Et le combat pour l'égalité des droits suppose le rejet de toute forme de communautarisme. Et je l'évoque à ce sujet parce que depuis le 7 octobre 2023, il y a dans les développements autour de la question palestinienne dans notre pays toute une série de dérives communautaristes dans un sens ou dans un autre qui sont des plus dangereuses. On m'a rapporté que dans une réunion syndicale qui s'est tenue il y a une semaine ou deux, une militante syndicale, dont par ailleurs je ne partage pas du tout l'engagement politique, qui est très différent d'une autre, mais a tenu un discours que par contre je partage. Cette camarade a dit « J'ai été élevé dans une des banlieues de Seine-Saint-Denis, il y en a beaucoup. Je suis moi-même d'origine maghrébine. » Et elle dit « Heureusement que dans ma jeunesse, on n'a pas cherché dans notre cité à nous diviser entre communautés. Il y avait dans la cité, je ne sais plus, 23, 25, 28 nationalités. Et fort heureusement, nous ne nous sommes pas laissés diviser entre les Arabes, les Noirs, les Antillais, les Asiatiques ou que sais-je encore. Nous étions une seule jeunesse de la cité, unie, quelles que soient les origines. Nous avons rejeté le communautarisme et c'est ce qui nous a permis de nous en sortir. Et je partage tout à fait ce qu'a dit cette camarade. Je pense qu'elle a raison. Et qu'il ne faut se laisser ni sur la question palestinienne, ni sur les crimes racistes qui existent en France, se laisser déporter sur le terrain du communautarisme. Il y a eu, il y a quelques semaines, l'assassinat du malheureux travailleur malien Boubacar. Pourquoi, pour ce qui nous concerne, nous avons condamné cet assassinat? Bien sûr, parce que l'assassinat d'un travailleur en soi est condamnable, ça ne se discute pas, mais pas seulement. D'abord parce que ce travailleur était en train de prier dans une mosquée et que nous défendons la liberté de chacun de croire ou de ne pas croire. Camarades, c'est un acquis fondamental qui s'appelle la laïcité de la République. Parce que si nous ne défendons pas la liberté, par exemple, de Boubacar, d'observer sa religion, alors ma liberté de ne pas croire, à moi qui suis athée, me sera contestée. La liberté de croire ou ne pas croire, la liberté religieuse fait partie des libertés démocratiques. Pour quelles raisons, camarades? Je le répète, particulièrement ceux d'entre nous, nous sommes un certain nombre dans cette salle, qui revendiquons le droit de ne pas croire, nous avons le devoir de défendre inconditionnellement et le droit de pratiquer sa religion. Mais il y a une deuxième raison, camarades. Nous sommes partisans de l'unité de la classe ouvrière. La haine des musulmans, telle qu'elle est distillée aujourd'hui, bien sûr,
utilise les préjugés racistes, l'ignorance, l'arriération. Mais la racine de cette haine, ceux qui l'instillent, ne le font pas d'abord par racisme. Ils le font à des fins politiques et sociales bien précises. Ils instrumentalisent les préjugés. Ils manipulent l'ignorance. Ils instrumentalisent les craintes. Mais la racine de leur déchaînement de violence et de haine, ce n'est pas la phobie de telle ou telle religion. Prenez Trump, c'est un fiefé réactionnaire qui revendique sa proximité avec des cercles catholiques. Mais ça ne l'empêche pas, lui qui est entouré de racistes, d'antisémites, de nazis notoires, ça ne l'empêche pas de dire le plus grand bien de son ami Netanyahou, le juif, ou de son ami Ben Salman, le musulman protecteur des lieux saints. Il n'agit pas par phobie de telle ou telle religion, camarades. Il agit pour les raisons qui sont celles de son orientation politique, d'oppression et de destruction. Là, vous me direz, quel rapport avec la Palestine? Le rapport est très étroit. En France, le gouvernement pousse au communautarisme. Il est frappant de constater que le ministre Retailleau, qui est à la fois ministre de l'Intérieur et ministre des cultes dans la Ve République, c'est comme ça que ça s'appelle, a conclu un meeting récent en criant « à bas le voile ». Je n'ose imaginer les réactions qu'aurait provoquées une déclaration du ministre Retailleau du type « à bas la kippa ». Et pourtant, camarades, l'un et l'autre sont des symboles religieux comparables. Il y a donc bien une intention délibérée. Encore une fois, quoi que chacun puisse penser de telle ou telle religion. Mais à partir de là, on en arrive à l'ostracisation de la lutte contre le sionisme. Le 6 mai dernier, donc il n'y a pas très longtemps, le Sénat dans ce pays a adopté une loi qui officiellement est destinée à combattre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur. Soit dit en passant, il est question d'antisémitisme d'atmosphère. Mais dans cette loi, on apprend que, certes, il faut combattre toutes les formes de racisme, mais que l'antisémitisme doit faire l'objet d'une attention particulière. C'est pourquoi il faut une loi particulière. Alors chacun y va de ses explications, hein. Je ne vais pas vous en lire trop longtemps, c'est une littérature pas très ragoûtante. Enfin, il y a quand même dedans un certain nombre de nazis ouverts, hein, issus du Rassemblement national, qui font des déclarations très mollo dans la voix sur le souvenir de la Shoah, le caractère insupportable de l'antisémitisme. Bon, franchement bien. Mais enfin, on lit par exemple, en France, la haine des Juifs n'a pas sa place nulle part, ni dans les rues, ni dans les facs, ni à l'Assemblée nationale. On serait tenté de dire, d'accord, mais seulement la haine des Juifs. Aujourd'hui, l'antisémitisme avance masqué, souvent sous les traits de l'antisionisme militant. Ah, nous y voilà. L'antisémitisme, il rôde, il frappe, il empoisonne les cœurs, oppresse les consciences, ronge la confiance. Et tout le monde y va de son petit couplet. Hein. Sous couvert d'un antisionisme revendiqué, les antisémites, les prédicateurs de haine s'en donnent à cœur joie et répandent leur fiel et leur idéologie mortifère. La haine du juif sous couvert de liberté d'expression, une haine banalisée par une extrême gauche coupable d'alimenter cet antisémitisme d'atmosphère. Derrière la haine d'Israël, c'est bien la haine des juifs. Car l'antisionisme contemporain, ne nous trompons pas ici, bien souvent le masque lâche et honteux du nouvel antisémitisme. Bon, il y en a comme ça des tartines. Je vous passe. L'antisémitisme qui ne dit pas son nom n'est qu'un mauvais alibi pour dissimuler un vieil antisémitisme recyclé, etc. Donc vous comprenez qu'une fois qu'on a dit tout ça, quiconque s'en prend au sionisme
est par définition antisémite, ou en tout cas fortement soupçonné d'antisémitisme. Camarades, je me contenterai de rappeler que dans l'Empire russe du temps jadis, lorsque le mouvement ouvrier s'est constitué, lorsque le premier parti ouvrier s'est constitué, qui s'appelait le Parti ouvrier social-démocrate de Russie, et il rassemblait en son sein différentes organisations ouvrières qui s'étaient constituées dans cette mosaïque de peuples qu'était la Russie de l'époque. Et la première organisation ouvrière qui s'était constituée s'appelait l'Union des travailleurs juifs de Russie, de Pologne et de Lituanie, qui était une organisation d'obédience social-démocrate, et qui s'est définie dans son premier congrès, je cite, comme une organisation antisioniste. Faudrait-il donc en conclure que cette organisation, qui était majoritaire dans le prolétariat juif de Pologne, Lituanie et Russie, avait comme caractéristique de se définir comme antisémite? Évidemment non. Cette affirmation est absurde. La réalité est autre, camarades. Toute l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire des luttes de classe. Des massacres, des génocides, il y en a eu de nombreux dans toute l'histoire de l'humanité. On peut bien sûr évoquer à cette occasion la folie des hommes, la folie meurtrière, sanguinaire. C'est vrai. Mais cette folie est toujours le résultat d'une manipulation pour des intérêts sociaux contradictoires. Il n'y a aucune fatalité à ce que tel peuple soit massacré en raison de ses caractéristiques propres comme peuple. Par contre, il y a des systèmes d'oppression et d'exploitation qui, pour les raisons de leur propre survie, ont besoin du racisme, ont besoin de la xénophobie, ont besoin de la persécution religieuse, ont besoin de la persécution en raison de la couleur de la peau, ou soi-disant de l'ethnie, ou que sais-je encore, etc. Mais toujours dans un objectif social et politique déterminé. Il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité des racismes d'atmosphère ou des antisémitismes d'atmosphère qui auraient débouché sur des massacres d'atmosphère dont on ne comprend pas la racine. À ceux qui voudraient faire croire qu'il y aurait une malédiction particulière du peuple juif qui était voué à être exterminé, camarades, que l'extermination des juifs par les nazis ait été un moment tragique, épouvantable et pour lequel il y a peu de choses comparables au XXe siècle, c'est certain. Que ce soit déchaîné à cette occasion une folie meurtrière, une haine sans limite, tout ça est vrai. Mais la racine de cela, ce n'est pas la haine, ce n'est pas l'antisémitisme, c'est le besoin du capital financier de l'impérialisme allemand de s'ouvrir coûte que coûte un marché mondial qui lui était fermé, de déclencher les conditions de la guerre, de se servir de l'antisémitisme comme un dérivatif pour ses besoins de division des peuples, des classes ouvrières, et pour sa politique, je dirais, de conquête. Et il avait besoin, pour cela, d'aider à la mobilisation du peuple allemand sur des préjugés racistes qui, par ailleurs, existaient, mais qu'on aurait pu aussi ne pas développer. Mais enfin, ce n'est pas propre aux Juifs. L'antisémitisme est tout à fait condamnable et doit l'être, et l'extermination par les nazis est un crime abominable. Mais que dire de la traite négrière ? Et la traite négrière, elle n'a pas été fomentée parce que des gens, un jour, se sont réveillés en disant « il faut s'en prendre aux Noirs ». Le racisme anti-noir s'est développé comme conséquence du besoin du capitalisme naissant d'aller déporter 150 millions de personnes arrachées à l'Afrique, de les faire traverser l'Atlantique dans les pires conditions, d'en assassiner des dizaines de millions pour les besoins de l'accumulation du capital. Bien sûr, pour cela, il a fallu inventer des théories selon lesquelles les Noirs sont des êtres inférieurs, qu'ils n'ont pas d'âme, a décrété l'Église catholique, après qu'ils s'est rattrapé, qu'a dit qu'ils avaient quand même peut-être une âme. Bon, enfin, ça dépendait des écoles. Mais je dirais, c'était une nécessité d'exciter, je dirais, les préjugés et la haine des Noirs, mais pour des besoins qui, eux, correspondaient. C'était pas un racisme d'atmosphère, c'était l'accumulation du capital sur la base de l'assassinat
je dirais, de sang-froid de 150 millions d'Africains, avec toutes les conséquences par ailleurs sur ceux qui sont restés en Afrique. Et on pourrait parler des Hutus et des Tutsis. Et on pourrait parler de Gaza. Et on pourrait parler de Gaza. L'extermination du peuple palestinien aujourd'hui ne tient pas plus à une malédiction qui serait liée à l'existence du peuple palestinien qu'elle n'était liée à l'existence, une malédiction attachée aux Juifs ou aux Noirs d'Afrique. Non. L'extermination du peuple palestinien tient au fait, comme Dominique et Naji l'ont rappelé, que tout l'ordre mondial, entre guillemets, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, repose sur le fait que l'impérialisme doit disposer de ses points d'appui pour dominer les peuples et que Israël est un élément central, je dirais, pour permettre le contrôle de l'impérialisme sur cette région. Ça ne veut pas dire que ce sera éternel. Hein. Ça ne veut pas dire que ce sera éternel. Le sionisme a été utilisé par l'impérialisme pour ses propres besoins. Mais par exemple, j'ai entendu là depuis quelques jours, Trump trouve que Netanyahou va un peu trop loin. Pas beaucoup, hein, mais un petit peu. Il va un petit peu trop loin parce que Netanyahou, lui, dans sa logique sioniste, il faut qu'il étende en permanence les limites d'Israël. Donc, par exemple, il faut qu'il déstabilise la Syrie, qu'il bombarde régulièrement, qu'il cherche à intervenir en Syrie. Et comme Trump a ses propres visées économiques sur la Syrie et aussi politiques, il préférerait que les choses se calment. Le jour où l'impérialisme américain, pour une raison quelconque, décidera de laisser tomber le sionisme, camarades, l'État d'Israël n'aura pas longtemps à vivre. Hein, parce que c'est une plateforme de l'impérialisme américain se place. Donc, je dis cela, camarades, pour comprendre que tous ces exemples, et on pourrait en prendre d'autres, ramènent au fait que derrière ce qui est, ce qui peut sembler, et ce qui est, je le dis notamment pour les jeunes camarades, quand on est jeune et qu'on découvre le monde, on découvre aujourd'hui un monde capable des pires horreurs. On découvre une barbarie qui se développe sous nos yeux depuis maintenant bientôt 2 ans en Palestine, qu'aucun d'entre nous n'aurait pensé imaginable, non pas comme barbarie, mais le fait qu'elle soit à ce point impunie, le fait que les sionistes repoussent toujours plus loin les limites de l'acceptable, qu'on bombarde les hôpitaux, qu'on assassine les enfants en masse et que les gens protestent, les gouvernements protestent, je dirais, formellement, mais tout le monde laisse faire. Honnêtement, même les plus anciens des militants dont je fais partie, on pouvait imaginer plein de choses, mais ce scénario, disons, semblait pas imaginable. Il est pourtant sous nos yeux en permanence. Vous ouvrez la télé, vous regardez les réseaux sociaux, vous n'avez que ça. Et les choses les plus horribles succèdent aux choses les plus horribles. C'est vrai. Mais l'origine de l'horreur, c'est pas l'horreur. L'origine de la haine, c'est pas la haine. L'origine de cette violence sans limite, c'est pas la violence sans limite. Ou plutôt, c'est la violence sans limite d'un système social. D'un système qui s'appelle le système capitaliste et qui, pour les besoins de sa domination, a besoin de faire taire les peuples, a besoin d'imposer sa loi contre tous les peuples qui aspirent à l'indépendance, à la liberté et à pouvoir être souverains comme peuple. Et tous les exemples historiques que j'ai évoqués là, et on peut en évoquer beaucoup d'autres, doivent nous amener à considérer que, contrairement à ce que prétendent les ânes battés qui écrivent ce projet de loi au Sénat, il n'y a pas de hiérarchie entre les différentes formes de racisme. Il n'y a pas de discrimination possible entre les différentes formes de discrimination. Ou plutôt, si on établit une discrimination entre les différentes formes de discrimination, on est soi-même un discriminateur. Il n'y a pas de hiérarchie entre le fait que telle population, à un moment de son histoire, se fait massacrer massivement, telle autre à un autre moment. La racine commune, c'est un système d'exploitation qui, pour se survivre, a besoin de déchaîner la violence exterminatrice contre les peuples, tantôt celui-ci, tantôt celui-là. Et que, par conséquent, on ne peut pas arracher à la racine le processus qui conduit à Gaza si on ne se pose pas dans un même mouvement le soutien au peuple palestinien, le soutien conditionnel au droit à une Palestine libre, indépendante et démocratique, le soutien au combat pour une seule Palestine. Si on ne combine pas cela,
avec la perspective d'ensemble, d'arracher à la racine ce qui est l'origine de cette situation, le système capitaliste fondé sur la propriété privée des moyens de production. Alors je sais bien que les professeurs de morale, les donneurs de leçons diront oui, mais le génocide contre les Juifs est quelque chose d'extrêmement particulier. Oui, tous les génocides ont quelque chose de particulier. Mais il n'y a pas de hiérarchie entre eux, camarades. Tous les génocides sont épouvantables, il n'y a pas de hiérarchie entre eux. Et celui qui établit une hiérarchie sera demain génocidaire, ou en tout cas un complice des génocidaires. Et je dirais, ce qui nous, militants de la 4e internationale, nous amène à cela, c'est donc le refus de cette catégorisation, qui aurait des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Quoi ? On n'a pas le droit de dire que Netanyahou, parce qu'il a peut-être des origines parmi des grands-parents ou des arrière-grands-parents ou des arrière-arrière-grands-parents qui auraient été victimes du nazisme, on n'a pas le droit de dire qu'il n'a rien à envier aux nazis. Mes camarades, je cite ici M. Moshe Ya'alon, ancien ministre de la Défense d'Israël, un sioniste par définition, qui a déclaré la chose suivante. L'État d'Israël traverse aujourd'hui la crise la plus grave depuis sa création. Nous sommes à la croisée des chemins, soit nous redevenons un État juif démocratique et libéral, donc ça je renvoie à ce qu'a dit Nagy, c'est une illusion, soit nous poursuivons sur une voie messianique, raciste, fasciste, homophobe, misogyne, corrompue et maudite. Et à propos du gouvernement actuel d'Israël, il a dit « Ils sont prêts à faire durer la guerre indéfiniment, la situation est chaotique. » Il s'inspire des enseignements du rabbin Dov Lior, je ne sais pas qui c'est, mais lui précise, qui est une idéologie de suprématie juive, une sorte de Mein Kampf. Donc la comparaison entre ce rabbin que je ne connais pas et qui inspire Netanyahou et Hitler, ce n'est pas nous qui la faisons, c'est même quelqu'un qui est issu du giron du sionisme, qui dit ça atteint un tel stade. Donc, camarades, que l'on nous dise que toutes les victimes de tous les génocides du monde sont à considérer avec respect, c'est indiscutable. Que tous les génocides doivent être combattus avec horreur, c'est indiscutable. Mais parmi les génocidaires, aucun n'est protégé par ses origines. Nous, 4e internationale, nous avons toujours rejeté la théorie de la responsabilité collective des peuples. Par exemple, le peuple allemand serait collectivement responsable du nazisme. Non, les nazis sont responsables du nazisme. Les capitalistes sont responsables du nazisme. Le peuple allemand a été la première victime du nazisme. Mais pas plus qu'il n'y a de responsabilité collective des peuples, pas plus il ne saurait y avoir une espèce d'immunisation collective des peuples. Certains seraient immunisés contre l'accusation de fascisme en raison du fait qu'ils l'ont subi. Malheureusement, l'histoire nous montre qu'il est arrivé souvent de fois que les victimes des pires atrocités puissent se transformer en auteurs des mêmes atrocités. Ce n'est pas une obligation, mais ça existe. Pas de responsabilité collective, pas d'immunité collective. Certes, tous les massacres, toutes les situations épouvantables, tous les déchaînements de barbarie ont chacun leur particularité. Mais pour nous, militants de la 4e internationale, à travers ces particularités, ce qui nous préoccupe, ce qui nous motive, ce qui nous mobilise, c'est ce que chacune a en commun avec les autres. Derrière l'enfant juif du ghetto de Varsovie, derrière l'enfant palestinien de Gaza, derrière l'enfant d'Afrique arraché à sa mère par les négriers, derrière l'enfant algérien piétiné à Sétif et Guelma le 8 mai 1945, c'est la commune humanité piétinée par la barbarie impérialiste. Et c'est pour la libération de cette humanité, c'est-à-dire pour en finir avec la décadence impérialiste, que combat la 4e internationale. Alors, s'il y a des questions, des remarques, comme d'habitude, on va faire passer un micro dans la salle pour le moment de discussion. Merci. Oui, bonjour. Je me présente, surtout que je ne suis pas là très souvent. Je suis militant de quartier à Urgence Palestine et à Argenteuil Solidarité Palestine.
Donc j'avais une question par rapport à une intervention particulière. Je suis d'accord avec la plupart de ce qui a été dit, des choses qui ont été dites. Mais il y a eu un mot qui a été prononcé qui est celui de communautarisme. Voilà, moi je viens des quartiers, hein, j'ai vécu toute ma vie en quartier. Justement, voilà, il y a eu aussi cette idée que avant les quartiers étaient plus unis entre les Antillais, les Asiatiques, etc., les Noirs. Une des seules forces actuellement, selon moi, hein, qui suis algérien aussi en plus, donc je suis biaisé, c'est sûr. Une des seules forces qui unit justement les quartiers, c'est parfois l'islam. Donc le mot de communautarisme, j'ai un peu du mal à le comprendre dans cette situation, surtout que c'est un mot que nous on ne prononce pas du tout. Et nous on prononce beaucoup le mot d'islamophobie, par contre, que j'ai pas beaucoup entendu dans cette intervention, bien que je sois arrivé en retard. Donc ma question c'était ça, juste expliquer voilà, d'où vient ce mot communautarisme, et par ailleurs, pourquoi est-ce que voilà, sans mettre des mots dans votre bouche, est-ce qu'on devrait réellement reléguer l'islamophobie, les formes de racisme différents, à des conséquences simplement du capitalisme? Nous, on a l'idée que, par exemple, la lutte pour la Palestine, c'est la lutte qui peut ouvrir d'autres champs dans le monde, d'autres luttes dans le monde, et de la même manière, la lutte contre l'islamophobie peut être un début et non une fin anecdotique pour se battre contre le capitalisme. Donc voilà. Merci. Bonsoir. Je voudrais revenir sur le projet palestinien, une démocratie libre, indépendante, laïque et démocratique. C'est un beau projet. Mais je ne vois pas comment, au bout de 77 ans de Nakba, continue, comme disait monsieur, comment on peut proposer à un Palestinien qui a été expulsé, exilé pour certains, tué pour d'autres, nié, de reconnaître la classe ouvrière israélienne comme faisant partie de sa classe. C'est une réalité, ils sont de la même classe, mais comment faire entendre cet état de fait? Comment ça se passe dans les organisations syndicales? Est-ce que vous pouvez détailler, par exemple, les Palestiniens, d'après ce que j'ai compris, c'est très difficile pour eux de s'organiser syndicalement. Et à ma connaissance, la Histadrout, même historiquement, ne syndiquait que les juifs, ou réputés tels. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des travailleurs arabes, qui soient chrétiens, palestiniens, ou musulmans ou athées, qui sont syndiqués dans les mêmes organisations que les juifs en Israël? Est-ce qu'il y a des actions communes? Je veux dire, est-ce que concrètement, il y a des... est-ce qu'on... La perspective de l'unité de la classe ouvrière, quelles que soient ses origines, est-ce qu'elle se traduit concrètement, même de manière limitée? Je vais commencer à répondre. D'abord, par rapport à la question de la lutte de classe dans l'histoire palestinienne, il faut savoir que la question a commencé d'une façon artificielle, du fait que... Ah oui. Ça veut dire que la société palestinienne sortie de l'époque ottomane a été complètement, comme toutes les sociétés du Moyen-Orient, la constitution d'une classe ouvrière proprement parlée, c'était plus ou moins inexistant. Il y avait des populations d'origine paysanne qui commencent petit à petit à émigrer vers les grandes villes, spécialement en Palestine, les villes du côte. Haïfa, elle était la première destination de la paysannerie palestinienne. Même on dit aussi, c'est pas que la paysannerie de la Palestine,
même aussi de Liban, du monde de Liban, de la Syrie, de la Jordanie et de toute la région, car il s'agit effectivement d'un développement économique, d'un début, dans petite factory. La raffinerie, par exemple, à Haïfa, était le premier endroit où il y avait constitué réellement une classe des ouvriers palestiniens. Le problème, l'expression politique de ces ouvriers d'origine paysanne qui sont complètement en dehors de temps, ça veut dire qu'ils sont venus de leur campagne, qui ne sont pas de culture ouvrière, ils ne sont pas de vertu sur le monde, il n'y a pas parmi eux des forces politiques progressistes. Il y avait effectivement des affiliations à des chefs locaux. En général, ils sont soit des chefs religieux, soit des chefs nationalistes tout court. Et du coup, la première expression de la lutte de classe a été amenée par les émigrés, on les appelle en Palestine à l'époque, qui sont devenus plus tard les colons. Les Palestiniens les ont appelés les émigrés, car effectivement, elle était vue en étant émigrés, des émigrés qui viennent s'installer. Et c'est vrai, la spécificité de cette migration qui vient essentiellement de l'Europe de l'Est, de l'Europe centrale, il y a beaucoup des idées socialistes qui circulent, il y a beaucoup des appartenances aussi à des mouvements comme le Bond qu'il a évoqué Daniel tout à l'heure. Il y a des bondistes qui c'était en Palestine aussi. Donc on a commencé à parler de la classe ouvrière, de la lutte parmi la population palestinienne dans les villes. Pour ça, on a vu tout de suite à Haïfa en 1932 la création de ce qu'on appelle c'est la société des travailleurs palestiniens de Haïfa. C'est la première expression en 1923. Mais il faut savoir, c'est une expression proprement palestinienne qui n'était pas du tout en lien avec tous les émigrés juifs socialistes, entre guillemets, qui sont venus en Palestine. Il y avait des tentatives de faire des jonctions entre les travailleurs palestiniens et les travailleurs juifs, mais le problème majeur, c'était effectivement le rôle politique du mouvement zioniste et de Histedrout. Car le mouvement zioniste, à l'époque, ils ont lancé le slogan, les 3 objectifs du mouvement zioniste, le travail juif, la terre juive et l'État juif. Ça veut dire qu'il y a une racialisation de la classe politique juive qui a commencé à s'installer en Palestine. Le Histedrout a été réservé que pour les Juifs. Les Palestiniens, ils n'ont pas le droit, effectivement. Il se trouve que cette émergence d'un mouvement ouvrier palestinien à Haïfa, malheureusement, il était en front de 2 dangers mortels. C'est la racialisation de tous les mouvements socialisants parmi les migrants juifs. Et de l'autre danger, c'était tous les chefs traditionnels palestiniens. Le chef de cette société de travailleurs palestiniens de Haïfa a été assassiné. On a dit qu'il était assassiné par les hommes de l'Mufti Haj Amin al-Husseini de l'époque. Voilà. Donc les réactionnaires palestiniens, les grands féodaux palestiniens, ils ont trouvé le même ennemi commun avec le mouvement zioniste. Et c'est une émergence d'une alliance, comme on le voit aujourd'hui, comment les monarchies pétrolières, avec leur lien avec ce capitalisme mondialisé, elles font partie du même front. Donc les réactionnaires palestiniens qui étaient effectivement Haj Amin al-Hussein et les représentants à l'époque, ils ont assassiné ce leader syndical devant chez lui à Haïfa. Et du coup, il y avait ce problème majeur qui était en face de toute possibilité de la création d'un mouvement politique au nom des travailleurs palestiniens. Et il se trouve aussi à Haïfa toujours, le petit cher qui vient de Idlib, qu'il a réussi, Haj al-Qassam, à partir d'un petit mosquée à Haïfa, a réussi aussi à faire mobiliser les travailleurs palestiniens qui sont tous d'origine paysanne. Donc voilà, il y a une classe
des travailleurs qui commencent à émerger, mais il a coupé complètement avec ses racines paysannes et avec ses allégeances avec toutes sortes de ces mouvements. C'est par rapport à ça, mais il y a toujours beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à faire, car c'est une histoire qu'on n'a pas vraiment étudiée. Je ne sais pas si je réponds à une autre question ou je laisse... Donc, il y a par rapport au congrès, il y a un camarade qui a demandé le congrès, il va se tenir à Vienne le 13 juin. Si vous voulez, si vous laissez vos coordonnées email, je peux vous envoyer tous les éléments concernant ce congrès. Et ce congrès, il n'est pas réservé que pour les Juifs, il est réservé pour les Juifs essentiellement. Ils vont être l'organisateur majeur de ce congrès, mais il y a tous les amis de la démocratie, de la laïcité, effectivement de vivre ensemble, qui vont être aussi dans ce congrès. Par rapport à la question de David, effectivement, il existe actuellement en Palestine une petite expérience, ça fait presque 10 ans, de faire un syndicat judo-palestinien, si vous voulez. Mais en réalité, jusqu'à maintenant, ils recrutent que parmi les travailleurs palestiniens et bizarrement parmi les travailleurs dans les colonies en Cisjordanie. Car vous savez, il y a des travailleurs palestiniens qui traversent la ligne verte pour aller travailler, évidemment avant le mur et avant tous ces événements de 7 octobre, qui traversent la ligne verte pour aller travailler côté israélien, mais il y a beaucoup de travailleurs palestiniens qui travaillent dans les colonies qui sont construites sur la terre des Palestiniens en Cisjordanie. Et bizarrement, ce syndicat qui était créé par des militants issus historiquement d'un petit groupe des Juifs israéliens qui sont dans les années 70 appartenus au mouvement de Front démocratique de la libération de la Palestine et qui sont un parmi eux qui était emprisonné pour 13 ans, il est passé 13 ans. Et il y a ce groupe qu'ils ont créé, ce syndicat, et ce syndicat, il recrute pas mal de travailleurs palestiniens, quelques travailleurs juifs. Il s'appelle Maran, c'est le nom. Je peux vous envoyer aussi toutes les coordonnées. Ils se trouvent en 2018, j'ai rencontré leur chef à Haïfa et on a discuté longuement cette possibilité effectivement de faire émerger un mouvement ouvrier palestino-israélien en même temps. Et c'est une affaire à suivre. Ça existe. Côté palestinien, il y a ce qu'on appelle l'Union générale des travailleurs palestiniens, mais il était toujours des constructions effectivement liées comme des vitrines pour l'OLP à une certaine époque et après pour l'autorité de Ramallah. Et ils n'ont pas réellement représentativité des ouvriers. C'est plutôt des vitrines politiques. Cette expérience de Man, c'est une vraie expérience politique et syndicale qui mérite effectivement d'attention. L'autre, par rapport à cette histoire, après tout, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut effectivement imaginer une future commune entre toutes les communautés malgré les génocides? Je pense justement, car après tout, qu'est-ce qu'on voit après tout ce sang, après toute cette destruction massive, après toutes ces souffrances, il faut poser la question qu'il n'y a pas de solution militaire à ce conflit sur la terre de la Palestine. On a devant un conflit colonial imposé aux Palestiniens depuis 100 ans, car c'est pas la colonisation zioniste, elle ne se date pas tout simplement avec la création de l'État d'Israël. Elle a bien commencé au début du XXe siècle. Les premières colonies juives agricoles à l'époque, elles sont créées en 1800 presque 68, la première colonie qui a été créée en Palestine. Donc, ce projet colonial a amené
qu'est-ce qu'on a appelé en Europe à une certaine époque le problème juif. Le problème juif qui a été créé effectivement en Europe d'une façon artificielle. Comme il a dit tout à l'heure, Daniel, il s'agit effectivement des intérêts capitalistes et impérialistes qui essayent de susciter la division entre les travailleurs et toutes les couches populaires pour satisfaire effectivement leur stratégie de domination capitaliste. Et il s'agit d'un projet, ce problème dit problème juif en Europe a été, dans quelque sorte, exporté pour nous, les Palestiniens, en Palestine. Et les Palestiniens, ils doivent effectivement formuler la réponse pour ce problème qui a été importé par les forces impérialistes de l'époque. Donc les Palestiniens, ils doivent donner une réponse à ce problème importé, car il est devenu aussi un problème palestinien. Il s'agit d'une population, évidemment, ils sont venus dans un projet colonial, mais la réalité qu'ils sont là. Donc ils sont là et il faut penser et réfléchir d'une façon cohérente et d'une façon aussi juste comment on peut créer une solution que les Palestiniens récupèrent leurs droits en même temps sans faire effectivement des États dans l'injustice pour les autres. Et la solution d'un État palestinien laïque et démocratique de citoyenneté sans aucune distinction, ça sera la réponse de ce projet colonial. Car le projet colonial, on ne peut pas répondre avec un projet nationalistes. Les Palestiniens, ils ont essayé d'abord le nationalisme arabe. On a vu ces désillusions. Ils ont pensé que par la lutte armée avec le sabord international, spécialement à l'époque de la guerre froide, on peut par la lutte armée récupérer et libérer la Palestine. Les sionistes de leur part, ils ont pensé par la force et la supériorité militaire, ils vont écraser définitivement les Palestiniens. Mais on voit actuellement qu'il n'y a pas de solution militaire à ce conflit colonial. Ça veut dire les Israéliens, malgré tous les massacres, malgré toutes les intentions génocidaires et d'expulsion massive des Palestiniens, on voit qu'ils ne vont jamais arriver à expulser les Palestiniens. Comme les Palestiniens, de leur côté, ils ont vu que toutes ces expérimentations de dites solutions nationalistes n'ont pas donné ses fruits. Et du coup, il faut avoir effectivement une pensée pour une stratégie qui est mise en même temps les droits de tout le monde, les droits des Palestiniens de vivre en paix, le droit de retour des Palestiniens, le droit des Juifs israélisés de vivre en citoyenneté complète à côté des Palestiniens. Et voilà la création des conditions de vivre ensemble, sans État colonial, sans État raciste et sans idéologie raciste. Et pour ça, il y a, malgré la souffrance, on peut imaginer une future commune pour les deux communautés. Donc ce n'est pas idéaliste, qu'est-ce que je dis? C'est une réalité qui s'impose par les faits elles-mêmes. On ne peut pas imaginer un autre moyen ou une autre forme de solution, car il n'y a pas de solution. La solution, c'est l'alentissement, ce n'est pas possible de le faire dans notre temps. Je pense que j'ai répondu à tout. Merci. D'abord, je m'associe complètement à ce que vient de développer Naji sur la question du caractère réaliste de la solution à un seul État. D'abord parce que depuis 77 ans, toutes les autres solutions ont été proposées, elles ont démontré leur caractère irréaliste, et qu'en dehors de cette solution, on ira de bain de sang en bain de sang, d'anéantissement en anéantissement, et aucun partisan de la paix et de l'unité entre les peuples ne peut être favorable à cette situation. Non, je crois que ce qu'on doit bien comprendre, c'est que on a affaire à une situation particulière où la nature même de l'État d'Israël interdit de le traiter comme n'importe quel autre État. Tout simplement parce que c'est un État qui est
fondée sur le principe d'oppression et de négation des droits d'un peuple. C'est quelque chose de très particulier. Par exemple, un camarade a posé la question, est-ce que tout le monde a droit d'adhérer à la centrale syndicale Histadrut? La réponse est oui depuis 1962. Mais cette centrale syndicale a été créée en 1920. Donc pendant 42 ans, il était interdit d'y adhérer quand on n'était pas juif, puisque son nom d'origine, c'est l'Association des travailleurs d'Eretz Israël. Même depuis 1962, où formellement, certaines catégories de travailleurs arabes, ceux qui ont la citoyenneté israélienne, ce qui déjà limite le nombre, ont le droit d'adhérer à la Histadrut. Oui, mais c'est un syndicat qui repose, dans les statuts, repose sur le fait qu'il défend l'existence du foyer national juif en Palestine. Donc le travailleur palestinien, qui est exploité comme travailleur, mais qui par ailleurs estime que le peuple palestinien doit se libérer, pour adhérer à la centrale syndicale Histadrut, il doit d'une certaine manière renier, refouler son aspiration à la liberté pour la Palestine. Donc je partage complètement ce que dit Nagy sur le fait que ça, c'est pas un syndicat pour tous les travailleurs. Et qu'il est donc souhaitable que se constituent des organisations communes de travailleurs palestiniens et de travailleurs juifs qui acceptent en quelque sorte de renoncer au statut de supériorité que leur confère le sionisme. Mais ça touche à tous les aspects. Rien ne peut être considéré du point de vue de la situation en Israël si on ne prend pas en compte que c'est un État fondé sur l'oppression. Tout à l'heure, j'ai cité cet ancien ministre qui traite ses collègues actuels de nazis. Si on prend ce seul critère, Israël est plus démocratique que la France. Parce qu'en France, si vous traitez les ministres de nazis, vous en payez les conséquences. Oui, mais c'est une démocratie pour les juifs, à condition de considérer que les autres n'existent pas. On a parlé du Bund. Moi, j'ai connu quelque chose d'assez bizarre, mais que je vais vous raconter parce que c'est très significatif. Le Bund était antisioniste. L'orientation du Bund était là où nous vivons, là est notre avenir. Il combattait les sionistes. Et puis, il y a des gens qui, à cause des massacres des nazis, etc., ont émigré en Israël et ont voulu reconstituer le Bund en Israël. Ils l'ont reconstitué. Et quelqu'un m'a envoyé, il y a quelque temps, un film où se tient une réunion en Israël, je ne sais pas où, à Tel Aviv ou je ne sais pas où, pour l'anniversaire de la fondation du Bund. Je crois que ça se tient en 1957. Donc c'est quelques années après la création de l'État d'Israël. Vous avez là des vieux juifs qui ont vécu beaucoup de souffrances et tout. Ils sont 100, 150 dans la salle. Et ils font un discours, si vous l'écoutez, vous dites c'est un discours d'un parti ouvrier social-démocrate plutôt à gauche. Il dénonce le fait que le gouvernement attaque les régimes de retraite, attaque la sécurité sociale, il dénonce qu'il y a du chômage. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si vous écoutez un discours d'un parti social-démocrate. Ça dure près d'une heure, les gens à la fin se lèvent, chantent l'International, chantent l'hymne du Bund, c'est pavoisé de drapeaux rouges. Je vous dis, tiens, c'est comme chez nous. Oui, il y a un détail. Ça dure une heure, le mot Palestine, palestinien n'est pas prononcé. C'est-à-dire que l'État colonial incrusté sur la terre de Palestine reconnaît de nombreux droits, y compris le droit de combattre pour le socialisme, ce que vous voulez, pour les juifs. Mais les esclaves palestiniens n'existent pas, ils disparaissent du paysage. Ils sont un non-problème. Camarade, ceux qui ont l'illusion, j'entendais ce que dit camarade David, je comprends, ceux qui ont l'illusion qu'on va s'en sortir en démocratisant l'État d'Israël, oublient que la nature même de l'État d'Israël est, antagonique à la démocratie. Un État dont le principe est de dire c'est l'État des Juifs et de personne d'autre est contradictoire avec la démocratie. Et de jeter les bases d'une république laïque démocratique, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Nagy, qui me paraît tout à fait lumineux, parce que sinon il n'y aura pas de démocratisation. Donc ça, je pense que, et c'est vrai pour les syndicats, c'est vrai pour les partis, etc. Et ça nous ramène, vous savez, c'est pas nouveau, c'est une forme nouvelle. Mais enfin, ce que Marx disait, il y a très longtemps, à propos de la classe ouvrière anglaise, hein, qui était très exploitée, mais qui parfois était réticente à soutenir la cause
du peuple irlandais combattant pour sa libération. Et Marx et Engels aussi disaient il est essentiel pour la classe ouvrière britannique de se prononcer pour l'indépendance de l'Irlande. Il disait c'est essentiel parce que un peuple qui en opprime un autre ne sera jamais un peuple libre. C'était vrai pour la classe ouvrière britannique au regard du statut, je veux dire, ce qu'ont fait les Anglais en Irlande au XIXe siècle est comparable à ce que font les Israéliens aux Palestiniens aujourd'hui. Hein. Malheureusement, on n'invente rien, on reproduit, mais c'était vrai, un peuple qui en opprime un autre ne peut pas être un peuple libre pour la classe ouvrière française pendant la guerre d'Algérie. Et c'est pourquoi il était essentiel, ce que nous, trotskistes, nous avons fait, de combattre pour la fraternisation de la classe ouvrière française avec le peuple algérien combattant pour son indépendance. Et on l'a fait concrètement. Mais c'est vrai aujourd'hui pour les juifs israélisés, comme dit Nagy, désisraélisés, comme je leur souhaite, c'est le plus grand mal qu'on peut leur souhaiter, c'est d'être désisraélisés un jour, c'est-à-dire comprenant que leur avenir n'est pas dans la jonction avec leurs dirigeants. Israël est un pays où il y a une lutte de classe. Tout le monde sait que, par exemple, les juifs d'origine séfarade d'Afrique du Nord ont une situation sociale bien plus défavorisée que les juifs venus d'Europe orientale. Ils sont en quelque sorte, les uns sont les prolétaires des autres, mais ils ont quand même un statut supérieur aux Palestiniens. Il est évident que si demain, parce qu'on peut rêver, hein, si demain les travailleurs israéliens d'origine séfarade, qui pour beaucoup, soit dit en passant, ne sont pas de culture hébraïque, mais originelle, mais de culture arabe, et viennent de familles où on parle arabe. Si ceux-là trouvaient le chemin de l'unité avec les travailleurs palestiniens arabes, vous auriez une puissance considérable pour jeter les bases d'une Palestine laïque et démocratique. Par conséquent, on ne peut pas, et tous ceux qui prétendent faire des plans sur la comète, sur ça va aller mieux en laissant Israël tel qu'Israël est, soit ne sont pas réalistes, soit sont des affabulateurs. Ça n'est pas vrai. Et on le connaît dans toutes les situations de ce type-là. Alors, après, moi, camarades, chacun, chacun choisit son terrain de combat. Hein. Moi, je respecte toutes les formes d'organisation. Moi, j'entendais le jeune camarade dire bah, « je viens des quartiers », etc. Oui, on vient tous d'un quartier ou d'un autre. Hein. On vient de quartier. Bah, moi, si, par exemple, tu vois. Moi, si, peut-être pas le même que le tien, mais je viens d'un quartier aussi. Bon. En soi, ce n'est pas une référence. La question qui est posée, c'est faut-il agir pour l'unité de tous ceux qui habitent dans les cités populaires, tous ceux qui habitent dans les quartiers les plus défavorisés, ou faut-il cultiver une forme de séparatisme communautaire? Bon, je respecte le fait que certains pensent peut-être qu'il faille le cultiver. Ce n'est pas notre point de vue. On peut avoir différents points de vue, ce n'est pas notre point de vue. Moi, je pense que le sort tragique du peuple palestinien n'est pas le problème des travailleurs et des jeunes d'origine arabe en France. C'est le problème de tous les jeunes et de tous les travailleurs. Je pense que l'assassinat de Boubacar n'est pas un problème des travailleurs et des jeunes d'origine ou de confession musulmane. C'est un problème de tous les travailleurs et de tous les jeunes. Je comprends parfaitement qu'un jeune ou un travailleur d'origine musulmane se sente plus directement menacé par ça. Mais c'est un problème qui nous concerne tous. Et celui qui n'est pas capable de descendre dans la rue parce qu'on assassine un travailleur musulman au prétexte que lui n'est pas musulman, tombe dans un piège. Alors on peut avoir un autre point de vue. Moi j'ai ce point de vue parce que je suis partisan de l'unité de la classe ouvrière. Et parce que j'estime qu'un travailleur c'est un travailleur. Qu'il soit croyant, qu'il ne le soit pas, qu'il croit à telle religion ou à telle autre, qu'il ait des papiers ou qu'il n'en ait pas, qu'il ait telle couleur de peau ou telle autre. C'est un travailleur, c'est mon frère de classe. Et en revanche, nous avons en face de nous une classe capitaliste, dans laquelle il y a l'émir du Qatar, et Bernard Arnault, et Rothschild. Et les uns vont à la synagogue, et les autres vont à l'église catholique, et les troisièmes vont je sais pas où, au temple musulman. Mais ils ont en commun d'avoir la religion du capital et de l'exploitation. Bon, moi c'est ma façon de voir les choses. On peut ne pas la partager, mais elle a sa cohérence, elle a sa logique. Et elle vise à arracher le mal à la racine. Je respecte le fait que d'autres peuvent avoir un autre point de vue. Je ne suis pas certain qu'il soit plus efficace, mais ça, il n'y a que l'avenir qui le dira.
Moi, j'entends la camarade qui dit qu'elle a des propos provocateurs. J'ai rien entendu de provocateur dans ce qu'elle a dit. Hein. Est-ce qu'il faut attendre 130 ans pour résoudre le problème de Palestine? Ma camarade, est-ce qu'il faut attendre 250 ans pour résoudre le problème de l'exploitation capitaliste? N'empêche que ça fait 250 ans qu'elle existe, l'exploitation capitaliste. Est-ce qu'il faut attendre 400 ans pour résoudre l'injustice terrible qu'a faite aux Noirs américains, descendants d'esclaves, qui encore aujourd'hui sont considérés comme des sous-hommes à l'égard de la société américaine? Non. Il faut combattre. Il n'y a qu'une réponse. Dans un cas comme dans l'autre, il faut combattre, il faut s'organiser, il faut combattre. Il faut combattre avec les moyens qui sont les nôtres, l'organisation. Moi, je ne connais pas d'autres réponses. Et j'ajouterais, par rapport au problème que pose le camarade de vocabulaire, il dit « Je n'ai pas entendu le mot islamophobie ». C'est vrai, de ma part, tu ne l'as pas entendu. C'est vrai. Et je vais te dire pourquoi. Parce que moi, je considère que la haine des musulmans, c'est la haine de gens en chair et en os. Et pour ma part, je condamne la haine des musulmans, comme je condamne la haine des pratiquants catholiques ou des pratiquants juifs, etc. Dans l'islamophobie, il y a l'idée pas simplement de ceux qui pratiquent, mais d'une religion. Moi, je ne vais pas me prononcer sur une religion. C'est autre chose. Chacun peut pratiquer la religion qu'il veut. Chacun peut, je dirais, soutenir telle ou telle religion ou ne pas la soutenir. C'est la liberté de pensée individuelle. Je sais bien qu'islamophobie est utilisée dans un autre sens. Il est utilisé dans le sens la haine des musulmans. Et de ce point de vue, j'ai le même contenu. Après, chacun a le vocabulaire qu'il préfère. Je préfère parler de la haine des musulmans parce que ça, pour moi, ça identifie plus clairement ce qu'est le problème posé. Maintenant, j'ai aucun problème pour participer à des manifestations qui appellent à lutter contre l'islamophobie dès lors que le contenu est le même. C'est-à-dire que le contenu, ce n'est pas s'enfermer dans des communautés, c'est le combat commun contre la division, contre le racisme et contre la discrimination. Camarades, il est tard, donc on va s'arrêter. Mais malgré ça, on va quand même vous donner un autre rendez-vous. C'est que demain, il y a une manifestation pour le 77e anniversaire de la Nakba. Et même si cette manifestation est appelée sur des mots d'ordre qu'on peut discuter, elle n'est pas appelée pour une seule Palestine laïque et démocratique. Elle est appelée sur d'autres mots d'ordre. Nous manifesterons derrière une banderole qui dira une seule chose. Macron, maintenant, tout de suite, tu dois rompre toutes les relations avec Israël. Et j'invite tous les camarades à nous rejoindre derrière cette banderole.